Alors, l'exercice qu'on va traiter maintenant, c'est un excellent exercice de révision. Pourquoi? Parce qu'il va mélanger les suites, il va mélanger également le PGCD et les suites, les raisonnements par récurrence, et on va voir les congruences. Et comme c'est un exercice de révision, je ne ferai pas de rappel particulier. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de calculer les premiers termes de cette suite. Donc on a déjà U0 qui vaut 14. Vous voyez qu'ici, c'est une suite qui est définie par récurrence puisque UN plus 1 dépend du terme d'avant. Donc si je veux U1, eh bien je remplace tout simplement N par 0. Donc si je remplace, je le fais d'abord au brouillon doucement. Si je remplace N par 0, ça me fait U1 égale 5. Je remplace N par 0, 5 U0 plus 6. Et donc 5 fois U0, ça veut dire 5 fois 14 plus 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le calculer. Et si vous le calculez, vous trouverez 76. Et maintenant, pour avoir U2, eh bien, on remplace tout simplement N par 1, parce que 1 plus 1 ici, ça fait 2. Donc ça fait U2 égale quoi? Égale 5 U1 plus 6. Et vous remplacez U1 par 76. Donc vous allez trouver que U2 égale 386 et pour calculer U3, vous procédez exactement de la même façon. Et maintenant, on nous demande qu'est-ce qu'on peut conjecturer concernant le PGCD de UN et UN plus 1, c'est-à-dire entre U0 et U1, entre U1 et U2 et entre U2 et U3. Alors, je rappelle qu'une technique pour calculer le PGCD de deux nombres, c'est de décomposer chacun de ces deux nombres en facteurs premiers. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc 14, comment ça peut s'écrire? Ça peut s'écrire 2 fois 7. Et comme 2 et 7, ce sont des nombres premiers, ici on a bien décomposé 14 en produit de facteurs premiers. Alors passons maintenant à 76. On sait que 76 c'est divisible par 2. La question est combien de fois? Donc on prend sa calculatrice et on va diviser 76 par 2. On obtient 38. 38 c'est encore divisible par 2. On obtient 19 et 19 c'est un nombre premier. Donc 76 ça va faire 2 puissance 2 que multiplie 19. Et donc on peut écrire que 76 comme c'est divisible 2 fois par 2, ça fait 2 puissance 2, il reste 19. Ensuite pour 386, pareil, on va regarder quand est-ce que c'est divisible par 2. Donc divisé par 2, ça fait, donc ça c'est divisible qu'une fois par 2, et il reste 193. Et maintenant il faut décomposer 193. Mais il ne faut pas perdre de vue que quand on va essayer de diviser 193 par des facteurs premiers, eh bien le test d'arrêt c'est de prendre la racine de 193. Et si je prends la racine de 193, ça fait environ 13,9. Et donc on doit chercher quand est-ce que 193 est divisible par un nombre premier inférieur ou égal à 13,9, mais comme un nombre premier c'est un entier, donc ça veut dire qu'on va chercher entre 2 et 13. Et donc entre 2 et 13, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2, il y a 3, il y a 5, 6 non, il y a 7, 8 non, 9 non, 10 non, et il y a 11. Donc voilà les seuls qu'on doit essayer. Mais 193, c'est pas divisible par 2, et donc il n'y a plus qu'à tester cela. Mais si on reprend notre 193, est-ce que c'est divisible par 3? Pas besoin d'une calculatrice. Si vous faites la somme des chiffres, ça fait 13 et 13 c'est pas divisible par 3. Donc c'est sûr que c'est pas divisible par 3. Ça finit pas par 5, donc c'est pas divisible par 5. Donc en fait les seuls possibles c'est 7, 11 ou 13. Et si vous prenez votre calculatrice, vous verrez que ce nombre 193 n'est ni divisible par 13, ni divisible par 11, ni divisible par 7. Donc finalement ça veut dire que c'est un nombre premier. Et donc ça veut dire que sa décomposition à 386 c'est 2 fois 193. Donc voilà la décomposition en facteur premier de 386. Alors maintenant, si on traite 1936, vous verrez qu'il est divisible 4 fois par 2, donc ça fait 2 puissance 4, qui reste 121, et 121 c'est 11 au carré. Donc voilà la décomposition en facteur premier de 1936. Alors, une fois qu'on a obtenu la décomposition en facteurs premiers, comment on fait pour trouver le PGCD? Eh bien, on prend les facteurs premiers entre A et B communs avec la puissance la plus petite. Donc, par exemple, entre U0 et U1, les facteurs premiers communs, il n'y a que 2, puisque 7 et 19, ils ne sont pas communs, avec la puissance la plus petite. Donc, ça veut dire, entre 2 puissances, ici c'est 2 puissance 1 et 2 puissance 2, donc la puissance la plus petite, c'est 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Donc, on retrouve que le PGCD entre U0 et U1, c'est 2.
Donc maintenant, cherchons le PGCD entre U1 et U2. Donc on cherche les facteurs premiers communs. Donc 19, c'est pas commun, 193 non plus. Donc là encore, il n'y a que 2 qui est commun. Et à quelle puissance? Comme ici c'est 2 puissance 2, ici c'est 2 puissance 1. Donc on prend la puissance la plus petite. Donc ici ça fait 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Donc on retrouve que le PGCD entre ces deux nombres, c'est 2. Et on fait exactement pareil entre U2 et U3. On regarde les facteurs communs. Premier, il n'y a que 2, là encore, et à la puissance 1. Donc là encore, on en déduit que le PGCD entre U2 et U3, c'est 2. Et donc, comme on trouve qu'à chaque fois le PGCD c'est 2 et qu'on nous demande de conjecturer le PGCD entre UN et UN plus 1, on conjecture que le PGCD entre UN et le terme d'après, c'est 2. Et je rappelle qu'une conjecture, c'est affirmer quelque chose sans le démontrer. Et vous vous doutez que l'objectif de cet exercice, ça va être de démontrer cette conjecture. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est divisible par 2, mais pas par 3. Et je rappelle que quand on fait un raisonnement par récurrence, la première chose à faire, c'est d'appeler Pn la propriété qu'on veut démontrer, c'est-à-dire que Pn correspond à ça, un est divisible par 2, mais pas par 3. Ensuite, je rappelle qu'un raisonnement par récurrence, ça se fait en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Donc on va commencer par l'initialisation, c'est de vérifier que cette propriété, elle est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Et comme ici on doit le démontrer pour tout entier naturel n, c'est-à-dire à partir du rang 0, il faut vérifier que cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. Et si on remplace n par 0, on doit donc vérifier que U0 est divisible par 2, mais pas par 3. Mais combien vaut U0? U0 vaut 14, c'est-à-dire 2 fois 7. Donc U0, c'est bien divisible par 2. Mais comme vous voyez ici, j'ai la décomposition en facteur premier, il n'y a pas de 3. U0 n'est pas divisible par 3. Donc j'ai bien vérifié que la propriété est vraie au rang 0, parce que ici, U0 qui vaut 14 est bien divisible par 2, mais pas par 3. Passons maintenant à l'hérédité, c'est ça qui est le plus dur dans le raisonnement par récurrence. Comment ça fonctionne? On suppose que la propriété est vraie au rang n et on va montrer que si elle est vraie au rang n, elle est encore vraie au cran d'après, c'est-à-dire que Pn plus 1 est encore vrai. Autrement dit que cette propriété, elle se transmet de proche en proche du rang n au rang n plus 1. C'est pour ça qu'on appelle ceci l'hérédité parce que cette propriété se transmet. Donc on rédige toujours de la même façon, on commence par écrire soit un entier n supérieur ici ou égal à 0, puisque ici il faut démontrer la propriété à partir du rang 0. Supposons Pn vrai et montrons que ça implique que Pn plus 1 est encore vrai. Alors cherchons déjà au brouillon. Donc nous on suppose que Pn est vrai, donc on suppose que un est divisible par 2, ce que je vais écrire comme ceci. 2 divise un et que 3 ne divise pas un. Il va falloir montrer que ça implique que c'est encore vrai au cran d'après, c'est-à-dire que 2 divise un plus 1 et que 3 ne divise pas un plus 1. Voilà ce qu'il va falloir démontrer. Et il ne faut pas perdre de vue que quand on veut démontrer qu'un nombre divise un autre, il faut penser à utiliser les congruences. Par exemple, lorsqu'on veut démontrer que 2 divise un plus 1, ça revient à démontrer que un plus 1 est égal ou congru à 0 modulo 2. Donc si on traduit ce que l'on sait en congruence, on sait que 2 divise un, autrement dit, on sait que un est égal ou congru à 0 modulo 2. Et il va falloir démontrer la même chose au rang n plus 1. Et pour 3, c'est un tout petit peu plus compliqué. On sait que 3 ne divise pas un. Ça veut dire que un n'est pas égal à 0 modulo 3. Parce que je répète que si on dit qu'un nombre 3 divise A, ça veut dire que A est égal ou congru à 0 modulo 3. Donc si on dit que 3 ne divise pas A, ça veut dire que A n'est pas égal à 0 modulo 3. Mais là, il ne faut pas perdre de vue que quand on travaille modulo 3, il n'y a que 3 possibilités, 0, 1 ou 2. Donc si on sait que A n'est pas égal à 0 modulo 3, ça veut dire qu'il est égal à 1 ou à 2. Donc comment on traduit mathématiquement le fait que 3 ne divise pas un? Ça veut dire que un est égal soit à 1 modulo 3, soit que un est égal ou congru à 2 modulo 3. Voilà comment on va traduire ces deux informations à l'aide des congruences. Et ensuite, il faudra retrouver les mêmes résultats avec les congruences. Et donc, j'ai mis au propre ce qu'on avait écrit ici au brouillon. Je répète, un est divisible par 2, ça veut dire que 2 divise un, autrement dit que un est congru à 0 modulo 2.
et ici que un n'est pas divisible par 3, ça veut dire que si elle n'est pas divisible par 3, un, eh bien ça veut dire que, comme on travaille modulo 3, elle est égale soit à 1, soit à 2, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il va falloir retrouver les mêmes résultats, mais avec un plus 1. Alors, commençons par chercher au brouillon. On va démontrer que un plus 1 est divisible par 2. Et on sait que un est égal à 0 modulo 2. Mais comment on passe de un à un plus 1? On sait que un plus 1, eh bien c'est 5un plus 6. Mais si un vaut 0 modulo 2, eh bien ici on bascule en modulo, un plus 1, si ça égale ça, ça reste vrai en modulo. Mais ici un c'est égal à 0 modulo 2, donc ici ça fait, si je bascule en modulo 2, ici ça fait 5 fois 0, ben ça fait 0, et vous savez que 6 modulo 2, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on peut enlever autant de fois 2 que l'on veut à 6, ça ne change rien. Donc si on enlève 3 fois 2 à 6, on obtient bien 0. Donc si un est égal à 0 modulo 2, en remplaçant ici, on trouve 0, ici on a 0. Donc on retrouve que un plus 1 est encore égal à 0 modulo 2. Et dire que un plus 1 est égal ou congru à 0 modulo 2, eh bien ça veut dire que 2 divise un plus 1, et donc on a déjà la première partie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on avait fait au brouillon. Donc je rappelle que un plus 1, c'est 5un plus 6, et comme on a ici une égalité d'entiers, elle est encore vraie modulo 2. Donc je l'ai encore modulo 2, et après il n'y a plus qu'à remplacer un par 0 ici, donc ça fait 5 fois 0 plus 6, et pas la peine de répéter, on retrouve que un plus 1 égale 0 modulo 2. Et donc on en déduit que comme un plus 1 est égal à 0 modulo 2, ben ça veut dire que 2 divise un plus 1. Donc on a déjà le premier bout de notre hérédité. Maintenant, il va falloir démontrer la deuxième partie, c'est-à-dire que si un n'est pas divisible par 3, il va falloir montrer que c'est encore vrai pour un plus 1. Autrement dit, que si un est égal à 1 ou à 2 modulo 3, eh bien c'est encore vrai au cran d'après. Eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer 5un plus 6 modulo 3, dans le cas où un est égal à 1 modulo 3, et dans le cas où c'est égal à 2 modulo 3. Et ce qu'on espère, c'est qu'on n'obtiendra jamais 0, et que ça restera toujours égal soit à 1, soit à 2. C'est ce qu'on va faire maintenant, et pour cela, on va utiliser une petite table de congruence. Donc voilà, j'ai commencé à dresser la table. Je rappelle que un est égal à 1 ou à 2 modulo 3, c'est ce que j'ai écrit ici. Un est égal à 1 ou à 2 modulo 3, et moi je vais calculer le terme d'après, c'est-à-dire un plus 1, c'est-à-dire 5un plus 6. Donc ici, je calcule en fait un plus 1, c'est-à-dire 5un plus 6, et je vais calculer tout simplement ceci modulo 3. Donc je répète, nous on veut un plus 1 qui vaut 5un plus 6, et on va travailler modulo 3. Si un est égal à 1 modulo 3, si un vaut 1 modulo 3, ben je remplace tout simplement un par 1, donc là maintenant je suis en modulo, donc ça fait 5 fois 1, ça me fait donc 5, plus 6, ce qui me fait 11. Et à quoi est égal 11 modulo 3? Eh bien je peux enlever autant de fois des 3 que je veux, donc par exemple je peux l'enlever 3 fois, et donc ça va me faire combien? Si j'enlève 3 fois, je vais enlever 9, ça fait 2. Donc ça veut dire que ce nombre, lorsque un vaut 1 modulo 3, eh bien ce nombre, un plus 1, il est égal à 2 modulo 3. Et si maintenant on refait le calcul lorsque cette fois-ci, un est égal à 2 modulo 3, donc je remplace un par 2 ici, donc ça fait 5 fois 2 plus 6, attention je suis modulo 3, donc ça fait 10, plus 6 ça fait 16 modulo 3, je peux enlever autant de fois de 3 que je veux, ça ne change rien, donc je peux l'enlever 5 fois, donc j'enlève 15, et 16 moins 15 qui nous fait 1. Donc ce nombre, lorsque un vaut 2 modulo 3, eh bien ce nombre, un plus 1, il est égal à 1 modulo 3. Et donc qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que un plus 1 ici n'est jamais égal à 0 modulo 3. Autrement dit, ça veut dire que ça n'est jamais divisible par 3. Parce que pour que ce soit divisible par 3, il aurait fallu qu'on trouve 0 dans une des deux cases, ce qui n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien donc que un plus 1 n'est jamais égal à 0 modulo 3, autrement dit que 3 ne divise pas un plus 1. Et donc voilà, on a démontré notre deuxième bout. Là, on a démontré la première partie de la propriété, et là, la deuxième partie. Et donc, on a démontré que Pn plus 1 est bien vrai, puisque 2 divise un plus 1, et que 3 ne divise pas un plus 1. Donc, on a terminé l'hérédité.
Et ensuite, pour la conclusion, on rédige toujours de la même façon. On rappelle que P0 est vrai, que Pn est héréditaire à partir du rang 0, ça veut dire qu'elle va se transmettre de proche en proche à partir du rang 0. Donc comme elle est vraie au rang 0, elle va se transmettre au rang 1, au rang 2, etc. Et donc, par récurrence, on en déduit que Pn est vrai pour tout entier naturel n, ce qui termine cette question. Passons maintenant à la troisième question. On nous demande de démontrer la conjecture de la première question. Et qu'est-ce qu'on avait conjecturé? Que le PGCD entre un terme et le suivant était égal à 2. Et bien, tout simplement, on va commencer par écrire le PGCD entre UN et UN plus 1. Ici, il n'y a pas beaucoup de choix. On va remplacer tout simplement UN plus 1 par son expression. Donc, ça fait le PGCD entre UN et 5 UN plus 6. Et ensuite, pour continuer, il y a une propriété extrêmement importante sur le PGCD. C'est que quand on a un PGCD de 2 entiers, eh bien si le deuxième nombre, on lui enlève un certain nombre de fois le premier nombre, eh bien ça ne change pas le PGCD. Et pourquoi on pense à utiliser cette propriété? Pour essayer de se ramener à des entiers constants. Ce qui serait bien, c'est qu'au moins un des deux nombres ici soit constant. Mais regardez ici, on ne change pas le PGCD si à ce nombre, on enlève un certain nombre de fois celui-là. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever 5 fois UN à ce nombre, et donc du coup, les UN ici vont disparaître, et on va se ramener à une constante. Et cette propriété, on l'appelle parfois le lemme d'Euclide. Donc, c'est ce que je vais écrire sur ma copie. Je reprends le premier nombre que je ne touche pas, et ici, le 5UN plus 6, je vais lui enlever un certain nombre de fois le premier nombre, c'est-à-dire je vais enlever ici 5 UN, et voyez qu'ici les 5 UN s'éliminent, et donc ça revient à chercher le PGCD de UN et de 6, et ça c'est beaucoup plus simple que de chercher le PGCD de UN et UN plus 1. Ensuite, comment on va faire pour trouver le PGCD entre UN et 6? Le PGCD, c'est un nombre qui divise simultanément les deux, donc il doit diviser 6. Et quels sont les diviseurs de 6 positifs? Puisque le PGCD c'est positif, il y a 1, il y a 2, il y a 3 et il y a 6. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc ce PGCD, il peut être égal qu'à 1, 2, 3 ou 6. Mais si le PGCD était égal à 3, ça voudrait dire que 3 divise ces deux nombres, en particulier que 3 divise UN. Or, on vient de démontrer à la question précédente que UN n'est jamais divisible par 3. Donc cette possibilité, n'est pas possible. De la même façon, vous l'avez compris, c'est que si le PGCD était égal à 6, ça voudrait dire que 6 divise UN. Donc en particulier, 3 diviserait UN. Et pour les mêmes raisons, ceci n'est pas possible. Donc le PGCD, il peut être égal qu'à 1 ou à 2. Mais à la question précédente, on a démontré que 2 divise UN. Donc ça veut dire que ce nombre, il est toujours divisible par 2 et celui-là aussi. Donc ça veut dire que 2 est un diviseur commun. Donc ça veut dire que le PGCD, il est supérieur ou égal à 2. Et donc la seule possibilité, c'est qu'il soit égal à 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Je commence par expliquer que comme on cherche le PGCD de UN et 6, ce PGCD il divise 6, donc il est forcément égal soit à 1, soit à 2, soit à 3, soit à 6. Mais comme on a démontré que UN n'est jamais divisible par 3, le PGCD il ne peut pas être égal ni à 3, ni à 6. Mais comme on a également démontré que UN est toujours divisible par 2, ça veut dire que ce nombre est toujours divisible par 2, celui-là aussi. Donc ça veut dire que le PGCD, il est au moins égal à 2. Donc il est supérieur ou égal à 2. Mais comme les seules possibilités, puisqu'on a enlevé 3 et 6, c'est 1 ou 2, on en déduit que ce PGCD de UN et du terme d'après, il est toujours égal à 2. Et donc on a démontré la conjecture faite à la première question. Alors, cet exercice, il est extrêmement complet et si vous avez eu du mal à le faire, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de le refaire, cette fois-ci sans regarder la correction, pour être sûr de maîtriser toutes les notions qu'on a abordées. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.